Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro de La Santé en question, votre émission politique santé, il y aurait beaucoup à dire sur ce que la politique va faire de notre système de santé dans les mois qui viennent, trop sans doute pour n'y consacrer qu'une émission. Alors ce sera le feuilleton de la rentrée. Mais pour notre rédaction, ce qui devait être le sujet fort santé de ces vacances d'été reste tout de même les enfants, l'exercice physique et la santé, après ce formidable moteur de motivation que doivent être les Jeux Olympiques. Mais est-ce aussi simple que cela entre les parents, les enseignants et nos enfants? Pour en débattre aujourd'hui, à mes côtés, Marie Barsac. Après avoir été directrice générale adjointe de la Fédération française de football, elle est devenue directrice du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. À ses côtés, notre invité permanent, lorsqu'il s'agit d'exercice physique et de santé, celui qui est, à notre avis, le meilleur spécialiste français, le professeur François Carré, chef de service au CHU de Rennes. Nous avons intitulé cette émission « Après les Jeux Olympiques, impact et héritage du COJO ». Parce que si beaucoup de choses ont été faites dans le bon sens, depuis 8 ans, tout s'arrête en octobre avec la disparition du COJO. Alors héritage, certes, mais pour qui? On en discute tout de suite, après l'éditorial de notre rédacteur en chef. Dans quelques semaines, quelques jours, nous allons accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Le sport, malgré un contexte politique très particulier, va occuper le devant de la scène et, au-delà des performances des athlètes, ces Jeux seront aussi marqués par la volonté de la France d'en faire un symbole en donnant à l'activité physique, au sport, le statut de grande cause nationale de l'année 2024. Une grande cause pour traiter un vrai sujet de santé publique. Dans une société trop souvent marquée par le triomphe de la sédentarité, elle est l'occasion de souligner l'importance de suivre enfin les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui, elle, n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour insister sur les bienfaits de l'activité physique dans la prévention de nombreuses pathologies et notamment les plus graves. Maladies cardiovasculaires, cancer, perte cognitive, obésité, autant de maux contre lesquels le simple fait de bouger chaque jour, de pratiquer même avec modération une activité sportive régulière est le plus efficace, le plus naturel et le moins coûteux des médicaments. Mais si ces quelques minutes quotidiennes de marche, de course à pied, de vélo, de natation semblent être un objectif facile à tenir pour rester en bonne santé, les Français sont dans ce domaine en retard. Parce que les bonnes résolutions en matière d'activité physique, elles sont souvent balayées par les contraintes de la vie quotidienne, parce que sa prescription systématique par les médecins n'est pas acquise. Et surtout parce que le développement des structures créées pour faciliter et accompagner la pratique de l'activité physique, les fameuses maisons sport santé créées en 2019, on en compte aujourd'hui près de 500 en France, a longtemps souffert de la faible mobilisation des médecins et de financements trop aléatoires. Alors, le spectacle des Jeux Olympiques, qui s'annonce grandiose, les médailles de nos athlètes que l'on souhaite nombreuses, pourront-ils servir de déclic pour faire bouger les Français? Leur plus belle victoire serait que cette occasion place pour de bon l'activité physique sur la plus haute marche du podium en matière de prévention santé. Thierry Borsat, merci. Bonjour Marie Barsac. Bonjour. Alors le COJO, c'est presque fini? Oui, mais enfin, le meilleur reste à venir quand même. On attend les Jeux olympiques, paralympiques, ça va quand même être le clou du spectacle. Ça fait 8 ans que vous bossez là-dessus? 8 ans et demi même. Vous n'êtes pas fatigué? Non, Bon. Encore en forme. Enfin, c'est donc le plus gros morceau qui reste quand même, l'organisation des Jeux. Vous n'êtes pas trop inquiète en raison du contexte politique inédit en France et qui vient beaucoup compliquer cette manifestation qui l'est déjà beaucoup? Alors c'est vrai qu'il y a des incertitudes pour les semaines à venir, mais pour nous, pas d'inquiétude parce qu'en fait, tout est prêt. C'est un projet sur lequel on travaille depuis très longtemps, vous le savez, vous le disiez, 8 ans et demi. Il y a des préfets qui sont en responsabilité et qui ont une feuille de route très claire. Donc nous, on est sereins, on sait qu'on va organiser les Jeux, que ça va être un moment extraordinaire pour notre pays, pour le monde. On espère aussi que ça va être une trêve olympique. C'est aussi ça l'esprit des Jeux. On y compte beaucoup et on travaille beaucoup dans ce sens-là. Si je comprends bien, vous avez commencé sous François Hollande et vous avez donc changé déjà. Si je vous traduis, mais je ne veux pas que vous êtes offensant, je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose, un ministre, alors, pour organiser les Jeux, puisque vous ne savez pas qui va être votre ministre, ni même votre ministre. Ça nous permet de travailler dans l'adaptabilité, de savoir rebondir, être innovant. Et vous avez des gens très compétents autour de vous. Exactement. Ah, ça, il faut le souligner. Les autres comités olympiques sont inquiets ou pas? Ils vous interrogent? Oui, beaucoup d'interrogations. Je vous le disais, des incertitudes. On n'a pas la réponse à toutes leurs questions. Donc, il n'y a pas que, d'ailleurs, les situations des élections en France qui sont inquiétantes. Il y a aussi
la guerre en Ukraine, il y a le conflit israélo-palestinien. Tous ces sujets-là, évidemment, préoccupent tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, on apporte des réponses. On essaie de rassurer pour que la fête soit la plus belle possible et qu'en tout cas, elle réponde aux attentes des comités olympiques et paralympiques du monde entier qui vont venir. Elle le saura, faites-moi confiance. Bonjour, cher François Carré. Bonjour. Les changements en politique santé dans votre domaine, vous en avez connu beaucoup. Mais quand les politiques daignent s'intéresser à l'exercice physique, d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas, vous partagez l'inquiétude de la rentrée ou poursuivez votre mission comme si de rien n'était ? Non, nous, ce qu'on voit, c'est que, et ce qu'on a compris, c'était que les Jeux Olympiques vont passer, les Jeux Paralympiques. La grande cause nationale activité physique et sportive va se terminer le 31 décembre 2024. On sait que tout ne sera pas fini. Nous, tout ce qu'on espère, et je pense que Marie Barsac est dans la même longueur d'onde que moi, c'est que héritage, c'est à longue durée. Donc on va continuer. Nous, le 1er janvier 2025, on continue. L'héritage, je vais en parler, mais c'est en règle générale, dans des incertitudes de politique, l'exercice physique reste pas... je ne parle même pas de l'héritage. Je dis, globalement, est-ce que l'exercice physique fait partie des préoccupations ? Vous le sentez ou pas ? Je le sens pas vraiment. En fait, moi, vous savez, j'ai malheureusement appris, comme vous le savez, ça fait que 41 ans que je me bats contre l'inactivité physique, la sédentarité, à ne plus trop croire les promesses ou les choses qu'on m'a dites. Donc, si je lis certaines professions de foi, je peux lire des choses où il y a un petit peu l'activité physique qui est citée. Est-ce que ça va changer ? Je sais pas. De toute façon, la seule chose que je sais, c'est que ceux qui se battent pour que ça change vont continuer à se battre. Alors, voilà. Je disais tout à l'heure que vous êtes pour moi le meilleur spécialiste français, et je le pense, vraiment. Donc vous êtes appelé tous les jours par tous les partis politiques pour leur donner des idées, non ? Non. Et pour être franc, j'en suis bien content. Non, je suis d'accord, mais enfin quand même. Bon. C'était juste une petite remarque au passage. Non. On va arrêter de faire de la politique fiction pour déjà s'intéresser, je vous l'avais dit, du formidable héritage que vous allez nous laisser en partant. On parlera aujourd'hui des enfants. Enfants, activité physique, on sait que c'est un fait majeur, peut-être le plus important de la santé future de nos enfants, n'est-ce pas François ? Ah, pour moi, c'est le plus important. J'en ai reparlé il n'y a pas très longtemps avec différentes personnalités, et je crois qu'ils n'ont pas pris conscience. Alors, je ne parle pas de l'Éducation nationale qui, eux, ne veulent pas nous entendre, mais là, en ce moment, on est en train de travailler un petit peu sur un nouveau, une nouvelle approche pour les gamins. Je vais parler souvent dans les lycées. En parlant avec eux, je me rends compte que les choses préférées qu'ils disent, c'est flemme. Donc, j'ai la flemme, c'est trop long, c'est flemme. 2, je m'ennuie. Et 3, c'est je dep, parce que je déprime, c'est trop long. Ah oui. Et je leur dis, mais c'est fou, parce que la solution, nous, on vous la donne. Ah ouais. Levez-vous et bougez. Médicament universel et gratuit. Hein. Et au lieu de voir ces enfants de 11 ans qui pensent maintenant être dépressifs, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, s'ils ne bougent plus, je suis sûr qu'ils y penseront moins. Marie, vous avez remarqué que je parle d'activité physique et non pas de sport, alors que vous êtes l'emblème de l'activité sportive au plus haut niveau. Oui, c'est vrai, mais maintenant, pour faire du sport, sur le long terme, pour prendre plaisir à faire du sport, il faut avoir un bon niveau d'activité physique, il faut maîtriser ce qu'appelle François les habiletés motrices, et c'est ça qui nous a vraiment animés, de travailler à renforcer l'activité physique, notamment chez les enfants, pour que les enfants prennent du plaisir à faire du sport. Parce que si on ne sait pas courir, sauter, lancer, danser, on ne prend pas de plaisir à faire du sport, et notamment à un âge crucial qui est celui de l'adolescence, là où beaucoup d'enfants, de jeunes arrêtent, souvent c'est parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de plaisir. Et être à l'aise avec son corps, eh bien, c'est essentiel pour prendre du plaisir. Vous avez une définition que j'aime bien sur activité physique et sport. Vous dites... J'essaye d'expliquer aux gens parce qu'ils sont surpris. Ils me disent « j'aime pas le sport ». Je dis « ça tombe bien, je ne vous propose pas du sport, je vous propose de l'activité physique ». L'activité physique, c'est savoir lire, c'est la lecture. Le sport, c'est la littérature. Je comprends qu'on n'adhère pas à la littérature, mais on n'a pas le choix, il faut savoir lire. Donc vous n'avez pas le choix, il faut bouger. C'est une réflexion plutôt à la mode en plus. Vous avez fait beaucoup pour l'activité physique depuis la création du COJO. C'est une décision qui s'imposait au départ ? Oui, en fait, on a déjà voulu, en candidatant pour organiser les Jeux de Paris en 2024, vraiment avoir une politique forte en matière d'héritage. On a dit on ne veut pas seulement organiser un événement sportif, aussi magnifique soit-il, des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, on veut aussi des Jeux utiles et des Jeux qui laissent une trace positive à notre pays. Et le premier sujet sur lequel
on a travaillé et sur lequel on veut laisser un héritage et une trace, c'est l'activité physique et sportive, et notamment chez les enfants. Ça a vraiment été ça dès la période de candidature, donc c'est pour ça que ça fait bien 8 ans, parce que c'était déjà dans notre dossier de candidature. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché du collectif pour une France en forme, que François Carré préside, pour nous aider à aller dans la bonne direction. J'allais dire, à la différence des politiques, vous avez appelé très vite François Carré, vous avez identifié qu'est-ce qui pouvait se passer. Les enfants, c'était votre priorité ? Oui, tout à fait. Autant que remettre la France à l'activité physique. Oui, parce que très clairement, François Carré nous a expliqué que tout se jouait entre 6 et 11 ans, que si on ne prenait pas de bonnes habitudes à cet âge-là, si on ne maîtrise pas les fameuses habiletés motrices à cet âge-là, on ne peut pas faire de sport tout au long de sa vie. Un adulte sédentaire a sûrement été un enfant sédentaire. Donc il faut vraiment casser cette courbe de la sédentarité dès le plus jeune âge. Entre 6 et 11 ans, il faut prendre de bonnes habitudes. Et ça, c'est une rampe de lancement pour la vie. Être en forme à cet âge-là, c'est être en forme pour la vie, c'est le meilleur capital santé qu'on peut donner à ses enfants. Savoir lire, écrire, compter et bouger. Nous, on a vraiment beaucoup milité pour que soient inscrits comme les savoirs fondamentaux, savoir bouger. Ouais, mais si je voulais te faire une petite boutade, vous êtes quand même très responsable de l'inactivité physique, puisque j'ai vu que vous aviez passé 8 ans à la direction générale de la Fédération française de football. C'est vrai ? C'est-à-dire que les heures de télévision, bière en main, en regardant les athlètes, vous n'avez pas arrangé ça avec les Jeux Olympiques. C'est peut-être le moment aussi de rappeler que l'inactivité est un fléau. Oui, mais plus de 2 millions de pratiquants quand même. On ne peut pas oublier ça. La Fédération française de football, mais quand même beaucoup de personnes. Je pense que la finale des Jeux Olympiques va faire 20 millions de gens qui vont regarder 100 mètres. Donc non, c'est vrai que ça reste un spectacle formidable dans lequel l'image de l'activité physique n'est pas toujours au premier plan. Non, mais ça donne envie de faire du sport. Tous les événements sportifs, ça c'est très documenté dans tous les pays du monde. Quand vous avez un événement sportif dans le pays, eh bien, ça donne envie aux habitants de ce pays de faire du sport. Après, la question, c'est d'arriver à le faire sur le long terme. Et là, c'est un enjeu. On revient à la Fédération française de football. Est-ce ces instances, elles sont conscientes de l'importance de l'activité physique, sans trop en parler d'ailleurs? Oui, quand même. Depuis quelques années, toutes les fédérations ont travaillé sur une offre de pratique santé. Alors vous avez, ça s'appelle souvent fit quelque chose, fit foot, hand fit, volleyball fit, en lien avec le fitness. Mais en tout cas, c'est une nouvelle offre de pratique, donc là vraiment inclusive, à l'attention de tous les publics, pas forcément des publics sportifs, donc en bonne condition physique. Ce sont beaucoup d'activités de remise en forme avec le prétexte de la discipline. Alors ça peut être un ballon de volley comme un ballon de hand ou de basket. Mais c'est des choses qui sont maintenant intégrées. Il y a des commissions médicales aujourd'hui qui intègrent cette dimension dans les fédérations, mais il y a encore beaucoup à faire parce que les fédérations quand même doivent proposer largement plus d'offres de pratique. C'est la guerre des créneaux. Quand on a peu d'équipements sportifs, on a peu de créneaux, et du coup les créneaux de compétition souvent l'emportent sur les créneaux loisirs. Vous n'avez jamais été appelé au ministère? C'est peut-être... vous voulez peut-être nous le dire, là, mais vous avez pas... Non, jamais pour l'instant. Vous n'avez pas envie de faire de la politique, justement Pour l'instant, je n'ai pas trop envie. Bon, d'accord. Je pense que vous avez raison. On va revenir à nos petits. Le constat de départ est assez clair. Les enfants sont en déficit d'activité physique, François. Oui, les enfants sont en déficit d'activité physique. On voit des choses qu'on ne voyait pas. On voit déjà que leur capacité physique a énormément baissé. Aujourd'hui, sur l'étude Inverser les courbes qu'on a fait avec le collectif, on a montré qu'un enfant de 11 ans actuellement court moins vite qu'un homme de 60-65 ans actif sur 1 kilomètre. Alors on peut dire oui, mais c'est normal, il n'a que 11 ans. Oui, mais en 1987, l'enfant courait beaucoup plus vite que la personne de 60-65 ans. Et mes collègues ne le savent pas tous, mais la capacité physique, c'est quand même mon meilleur marqueur pronostic. Un malade qui ne va pas bien, s'il a une mauvaise capacité physique, il est vraiment en mauvaise santé. Vous êtes en train de nous annoncer qu'on prépare des vilains vieux. Ah oui, je ne sais même pas s'ils seront vieux, mais ça dépend à quel âge. Mais non, là, sans rire, la capacité physique du collégien a baissé d'environ 25% en 30 ans. Nous, on a trouvé avant, en 1987, ils couraient à 11 km/h, maintenant ils courent à 9,5 km/h. Donc, c'est-à-dire que leur espérance de vie va être plus faible. Vous avez des diabètes de type 2 à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'était, pour les plus anciens des médecins, c'était 50 ans. Vous avez des dépressions qui apparaissent, comme on l'a dit tout à l'heure, à 11 ans. Un enfant ne pensait pas être dépressif. Vous avez la première cause de l'arrêt cardio-respiratoire avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. Donc, quand je dis et je le signe, que les enfants de 15 ans préparent leur infarctus, à 30 ans, j'en suis certain. D'ailleurs, je répète toujours cette étude qui montre qu'après un infarctus,
pour éviter un infarctus, l'exercice physique régulier pendant 6 mois est aussi efficace que la pose d'un stent. C'est quand même des choses que... c'est même plus efficace. Déjà au moins efficace, alors on va dire. Non, mais moi je résume. Vu mon âge, un jour, je vais bien avoir une artère qui va se boucher. J'irai courir voir mon copain qui va me la dilater en lui suppliant de me dilater. Mais il va me sauver la vie. Mais il ne m'a pas guéri. Ouais, Ce qui va me guérir, c'est l'activité physique. Je ne vais plus en avoir grâce à l'activité physique. Alors un petit mot sur nos chers confrères, toujours pas assez formés, même si vous allez me dire que ça s'améliore. Si, ça s'améliore. De toute façon... Ça part de tellement loin. Oui, mais je pense quand même qu'il faut de temps en temps, pour surmonter le moral, regarder d'où on vient. Mais c'est pas parfait. Vous me disiez à antenne que la perception au début, quand vous êtes arrivé à Rennes pour faire du sport, vous étiez à côté des autres, quoi. Ah oui, pas un vrai professeur. Dire, hein, mais là, vous parlez, c'est presque la préhistoire. Oui, non, sauf quelques années. La préhistoire qu'on a connue. Donc, oui, non, mais ça fait ça a heureusement changé. 43 ans. Et surtout, peut-être que ça s'améliore, mais surtout pas assez efficace si on en croit simplement les enquêtes qui font état de la signature des licences sportives sans véritable examen. Je voudrais qu'on s'arrête 30 secondes là-dessus. Oui, alors là, on est dans un souci, c'est que la nouvelle loi maintenant sur les certificats d'absence de contre-indication au sport, alors ça m'a toujours étonné, cette loi, il n'y a plus besoin, alors je parle du majeur, le mineur, il n'en a plus besoin. L'enfant mineur n'a plus besoin de certificat, il a un questionnaire à remplir seul ou avec ses parents, et s'il y a une réponse oui, on va l'emmener voir le médecin. Ce qui ne me choque pas trop, pour être franc. Je vais vous expliquer ce qui me choque. L'adulte, maintenant, si vous êtes majeur, vous pouvez aller faire du sport. Vous n'avez pas besoin de certificat, sauf si votre fédération en demande un. Ouais. C'est-à-dire que le gros diabétique, on lui dit rien. Voilà. S'il veut faire un sport, la fédération ne demande rien. Alors pourquoi je dis notre grand problème qu'il y a, et là, c'est bien sûr les médecins généralistes que je vise en premier, c'est simplement que si on veut détecter une maladie à risque, quoi qu'on me dise, c'est le cœur qui pose un problème chez l'enfant. Mm-hmm. C'est un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, les médecins des conseils d'enseignants des médecines générales disent c'est pas possible, il y a trop de faux positifs, le médecin se sent pas à l'aise. Ben, faites pas de visite. Ça ne sert à rien sans électrocardiogramme. Et je vais même tout petit peu plus loin, ça c'est un scoop que je vous donne parce que je ne vous l'ai pas encore dit, on est en train de se battre pour que chaque enfant ait au moins une fois dans sa vie un électrocardiogramme. Parce que l'enfant qui a une anomalie cardiaque, il peut mourir en courant dans la cour de l'école. Les morts, il fait courir, donc... Les morts subites inexpliquées, j'ai toujours une maladie cardiaque sous-jacente. Absolument. Alors, il y a moins une vérité que moi j'aime bien rappeler à tous ceux qui nous regardent. Marie, je pense que ça va vous plaire. Un médecin qui signe une licence sans examen, quittez-le, même si c'est le bon docteur de famille, il est dépassé. Vous êtes d'accord ? Tout complètement. Bon. Marie, vous avez trouvé une prise de conscience forte du monde médical lors de vos premiers contacts ? Certains médecins, oui, mais globalement, il y a encore beaucoup à faire. Moi, je rêverais, comme François Carré et d'autres médecins l'ont signé dans une tribune il n'y a pas longtemps, que le médecin, quand il reçoit un patient, il demande est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, est-ce que vous faites du sport ou de l'activité physique. Cette question-là, elle n'est jamais posée. Moi, combien d'amis j'ai qui sont ressortis d'un rendez-vous médical sans qu'on leur ait posé la question de l'activité physique et en revanche, ils sont partis avec une ordonnance pour dépression, d'anxiolytiques et autres. Et le surpoids aussi, les sujets des coupes-faim, eh bien, si tu veux perdre un peu de poids, va faire du sport plutôt que de prendre des coupes-faim. Donc c'est encore un travail qui est devant nous et j'espère que les Jeux auront permis quand même de mettre ce sujet sur la table, de le mettre dans les médias comme aujourd'hui avec vous, pour qu'on en parle. Et je crois que le collectif qui en ce moment a organisé toute une tournée à travers la France en interpellant en fait les acteurs de terrain pour témoigner des bonnes pratiques, ont invité pas mal de médecins. Je me souviens à Rouen, nous étions ensemble, François, et là il y avait beaucoup de médecins qui étaient présents et qui ont sûrement pris conscience que oui, l'activité physique et sportive, c'est une solution. Écoutez, j'admire votre enthousiasme et j'espère qu'effectivement, il continuera à être moteur. Alors, lequel de vous deux peut dresser un constat de la situation dans l'éducation nationale aussi en retard que les médecins en raison de la multitude de problèmes qu'ils ont à gérer ? Lequel de vous deux ? Alors, moi, je peux dresser déjà peut-être la situation de ce qui a été documenté. Déjà, à l'éducation nationale, il y a l'EPS dans les programmes, notamment chez les enfants de 6 à 11 ans. Je vais beaucoup parler des enfants. L'EPS, vous voulez dire l'éducation physique et non pas le Parti socialiste. Non, parce que vous dites qu'il y a l'EPS dans les programmes. Il faut se méfier en ce moment. Hein. L'éducation physique et sportive. Oui. Donc, et dans les programmes à l'école primaire, 3 heures par semaine. Ce qui est une très bonne chose, sauf que ces 3 heures ne sont pas faites. Et déjà, si on Pourquoi ?
sont pas faites. Pourquoi ? Parce que les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Aujourd'hui, la formation à l'enseignement de l'EPS n'est plus un module obligatoire. Vous êtes enseignant, jeune enseignant, vous n'êtes pas formé à enseigner l'EPS. Donc vous avez un certain nombre d'instituteurs, institutrices qui ne sont pas suffisamment à l'aise pour mettre en place l'activité physique, l'activité d'EPS. Ça doit être sur une feuille, ça doit être écrit sur une feuille 21-29-7, ce qu'il faut faire pour faire des... Oui, mais de la même façon que ce que dit Marie, j'ai la chance, parce que l'Académie de Bretagne est assez motrice pour l'activité physique à l'école, donc ils m'ont appelé en me disant « Est-ce que vous ne voulez pas venir faire 2 heures de cours aux futurs professeurs des écoles ?» sur le risque de la sédentarité, parce que les professeurs des écoles ne connaissent pas le risque pour leurs propres enfants. La plupart viennent me voir à la fin du cours en me disant « Merci pour mes enfants, déjà ». Alors la question que j'ai eue, typique, bien évidemment, qui est typique éducation nationale, c'est un jeune homme, c'est pas un jeune homme, c'était un monsieur d'un certain âge qui devait se recycler, qui me dit « Oui, mais monsieur Carré, c'est bien beau ce que vous êtes en train de me dire. Nos gamins, on finira jamais le programme, nous, avec votre 30 minutes. » Alors j'ai été le voir, et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit « Mon grand problème, c'est que vous êtes en train de me dire que vous, ce que vous voulez, c'est finir le programme. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils savent pas compter. Regardez PISA, Teams, etc. Moi, je vous dis que si vous leur faites faire l'activité physique, ils sauront lire, écrire et compter, et vous finirez le programme. » Et ça, ils ne nous croient pas. Ouais, on n'est pas prêt de dégraisser le mammouth. Et pourtant, ça, c'est documenté. Oui, Il y a des études internationales. On n'invente rien. À chaque fois qu'on parle d'un problème de santé et d'éducation nationale, on arrive face à un mur. Donc, on va passer sur le COJO. Donc, du coup, sur le constat, les 3 heures d'EPS, malheureusement, ne sont pas mis en place de façon effective. Donc, il y a un rapport, d'ailleurs, d'inspecteurs généraux, il y a quelques années, qui chiffrait autour de 1h30. Donc, vous voyez qu'on est quand même loin des 3 heures, avec des territoires où vous avez 3 heures et d'autres territoires où il y a 0. Il y a quand même des disparités territoriales qui sont folles et qui sont liées, du coup, à la formation des enseignants. Donc, nous, on a proposé une mesure qui favorise l'activité physique pour justement prendre en considération cet enjeu de santé pour la jeune génération. Parce que on ne peut pas se contenter, comme le disait François, de cette situation-là. Aujourd'hui, on est en train de former les malades de demain. Et ça, c'est carrément impossible. Donc à l'Éducation nationale, il y a encore beaucoup de chemin. Ça passera par beaucoup de formations. Je crois qu'il faut vraiment investir sur ce sujet-là, former les enseignants, leur faire prendre conscience des enjeux et leur montrer que la solution, c'est eux qui l'ont et que c'est possible. Vous croyez qu'il ne faut pas passer par la voie latérale dont on parlera tout à l'heure plutôt que d'aller se buter face à un mur? Parce que vous n'êtes pas la première à avoir essayé de faire ça. Non, mais il faut une volonté politique forte, évidemment. Donc là, il faut effectivement qu'au plus haut niveau du gouvernement, on décide pour l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut? Quand je disais lire, écrire, compter, bouger, ça, c'est fort. Bon, parlons du COJO. Parce que votre enthousiasme est en train de submergé. Donc, vous aviez quoi comme... J'ai l'habitude, je connais Marie. Quelle force vive et compétences vous aviez autour de vous Alors, on a une équipe, la direction héritage, donc c'est une petite équipe d'une 12aine de personnes, avec des thématiques. Donc, vous avez des experts sur le sujet de l'emploi, donc emploi, développement économique, sur l'inclusion, sur l'innovation sociale par le sport. Alors, sur le sport santé, sincèrement, on était plutôt 2-3. C'est tout petit comme équipe, mais en revanche, très motivé. Vous avez appelé ça héritage dès le début? Alors, on a appelé ça héritage dès le début parce qu'en fait, c'est dans les cahiers des charges du CIO d'avoir une stratégie d'héritage qui est dans l'esprit CIO très tournée quand même vers le legs d'équipements sportifs au lendemain des Jeux qui trouvent leur public et leur modèle économique. Et nous, on a vraiment à travailler sur cette dimension plutôt sociétale. Est-ce que vous aviez eu des contacts avec les Jeux Olympiques précédents, les équipes? Oui, bien sûr. Et eux avaient des aussi petites équipes sur l'exercice santé? Oui, l'héritage, c'est quand même pas le cœur du réacteur de jeu, et c'est normal. Mais l'exercice santé n'était pas une des priorités, en fait. Non, mais Londres a travaillé sur ce sujet. Vous avez peut-être vu leur publication. Ils ont aussi, comme nous, observé que organiser les Jeux, ça avait un effet sur l'envie de pratiquer du sport. Donc, du coup, ils ont mis en place des actions. Après, ils les ont mises en place assez tardivement, ce qui fait qu'elles n'ont pas été utiles dans le temps. Donc, nous, on a fait une stratégie inverse. On est parti très tôt pour installer des programmes comme les 30 minutes, très en amont, pour qu'il y ait déjà des résultats. Je ne regarde jamais ce que font les Anglais en matière de santé. Je préfère ce que vous avez fait. Votre opération la plus connue, c'est 30 minutes de sport à l'école. Décrivez-nous.
Alors, effectivement, on cherchait à trouver une solution puisqu'on ne fait pas les 3 heures de PS et qu'on a besoin de bouger au quotidien. Nous, on s'est adressé au collectif pour une France en forme. La recommandation de l'OMS, c'est 1 heure d'activité physique quotidienne. Et on s'est dit, bien, pourquoi l'école primaire ne pourrait pas déjà proposer 30 minutes, donc la moitié de la recommandation de l'OMS. Comment vous avez fait pour leur faire 30 minutes donc, alors qu'ils font pas... Alors, on est allé voir on a documenté avec le collectif pour une France en forme, on est allé voir le ministre de l'Éducation de l'époque, donc M. Blanquer, avec les études qui montrent le lien direct entre les apprentissages et le niveau d'activité physique. Et puis on a dit, bien, vous voyez, les Finlandais, en fait, ils sont premiers au classement PISA, et en même temps, ils mettent en place les 30 minutes tous les jours à l'école. Qu'est-ce que c'est, le classement PISA ? Le classement PISA, c'est le classement autour des maths, pour dire notre niveau d'éducation. Voilà, qu'on atteint les objectifs sur le lire, écrire, compter. Et donc du coup, là, tout de suite, ça a alerté quand même le ministre et son équipe, et on lui a proposé de lancer une expérimentation à l'échelle d'une académie, donc l'académie de Créteil, qui est l'académie proche de Paris et de la Seine-Saint-Denis, pour tester ce dispositif avec évidemment des acteurs dans cette académie très motivés et qui avaient déjà commencé à travailler sur un programme. Et donc on a initié ce programme, donc 30 minutes d'activité physique quotidienne autour de gestes d'action, donc sauter, lancer, courir, danser. Les enseignants ont travaillé sur des fiches pédagogiques pour mettre en place l'activité tous les jours, une activité différente autour de ces verbes d'action. Ça a tellement bien marché que vous avez fait généraliser en 2022, vous allez nous le dire. Oui, alors on est passé par une phase intermédiaire, puisque ça a bien marché à Créteil. On a aussi fourni un kit, ça c'est pas neutre, parce que pour mettre en place l'activité, on a donné aux écoles du matériel sportif, donc c'est un grand kit avec plein de matériel sportif, des haies, des chasubles, des ballons, enfin tout un tas de matériel pour mettre en place l'activité. Donc les enseignants, ils avaient des outils pédagogiques, un kit sportif, pour mettre en place l'activité. Et ça a marché. Et ça a marché. Du coup, on a demandé à l'Éducation nationale de lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès d'écoles volontaires. Et là, en 1 an, il y a eu 11 000 écoles volontaires qui ont d'elles-mêmes, sur 36 000 écoles en France, qui ont d'elles-mêmes souhaité mettre en place l'activité. Qui est-ce qui finance ça, ces petits kits-là Alors, les kits ont été financés par Paris 2024, donc ça c'est assez nouveau qu'un comité d'organisation finance ce type de choses pour l'Éducation nationale. Vous en aviez pour les 31 000 Donc, non, pour les 11 000. Nous, on a financé pour les 11 000, et ensuite l'État a pris le relais quand la généralisation a été annoncée. L'Agence nationale du sport, l'État, ont pris le relais pour permettre de doter les 36 000 écoles. Et donc, fort de cet appel à manifestation d'intérêt auprès de 11 000 écoles, effectivement, le président de la République a décidé de généraliser à toutes les écoles. Et aujourd'hui, c'est en cours de généralisation. Et donc, je vous le disais, la clé, ça reste la formation. Ça va pas s'arrêter avec vous, votre départ du COJO, non ? Non. Là, aujourd'hui, c'est dans les programmes de l'Éducation nationale. C'est un des programmes prioritaires. Il y a, du coup, des dispositifs d'accompagnement via les conseillers pédagogiques dans les territoires, donc départementaux ou de circonscription, pour guider les enseignants à mettre en place l'activité. Et aujourd'hui, parce qu'on est rigoureux, comme nous ont appris Collectif pour une France en porte, on a lancé une expérimentation et on a documenté son impact. Qu'est-ce que ça a eu produit comme effet ? Mais on va voir ça, parce que vous avez fait d'autres choses. On va voir sur la médecine par l'épreuve, puisque c'est ce que François Carré aime bien. Des projets comme ça repris par Coca-Cola, ça vous choque ? Le projet repris par Coca-Cola, de toute façon, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, parce qu'on a parlé de la Fédération française de football qui, je pense, a une action productive et positive vis-à-vis des jeunes pour la pratique. Je ne dirais pas la même chose de la Ligue de football professionnel qui a choisi McDonald's comme partenaire, quand même. Ça, vous voyez, c'est le cas de le dire, j'ai du mal à l'avaler. Je l'ai fait savoir par la presse, qui m'a sollicité pour ça. Et pour l'instant, moi, ce qu'il faut, c'est que nos enfants bougent. Ouais. Même si j'essaie d'être pragmatique. Même en allant en courant acheter un McDo. Non. Je vais essayer de les convaincre qu'ils n'aillent pas jusqu'à McDonald's en courant. Alors, vous parlez d'autres projets, c'est bien. Bon, le cours d'école, vous parlez de 30 minutes de sport à l'école. Vous avez rajouté cours d'école active. Ça veut dire quoi ? Alors ça, c'est un autre projet. En fait, dans nos investigations pour trouver des solutions pour faire bouger les enfants, nous nous sommes rendus compte qu'en France, dans les écoles primaires, 80% de l'espace de la cour de récréation est occupé par certains garçons qui jouent au foot. De façon très spontanée. Ils prennent leur pull au vert, ils font deux buts de chaque côté.
côtés, ils jouent au foot. Et les autres, ceux qui n'aiment pas le foot, et les filles, majoritairement, sont sur les côtés et du coup beaucoup moins actives. Et donc du coup, l'analyse, elle est simple. Si on veut que les enfants fassent bien 1 heure d'activité physique par jour, c'est-à-dire compléter les 30 minutes dans le temps scolaire par le périscolaire et le temps de récréation, il faut absolument qu'ils bougent plus dans la cour de récréation. Parce que la cour de récréation, c'est la récréation, mais c'est le périscolaire jusqu'à 18h, et c'est toutes les vacances scolaires. Et donc, il y a des solutions qui existent, c'est l'aménagement en design actif, donc en mettant en place des jeux en marquage au sol, des petites poignées d'escalade sur les murs d'enceinte de la cour de récréation. Là, dès que vous enlevez le ballon de foot, dès que vous mettez même un ballon de basket ou de handball, les enfants jouent en mixité. Parce qu'à cet âge-là, à part pour le foot, il n'y a pas de sujet de genre. Les enfants jouent ensemble. Il n'y a que le foot qui reste très, très genré. Vous n'allez pas prendre une fille dans votre équipe de foot. Enfin bon, tous les garçons le savent depuis qu'ils sont tout petits. Donc c'est pour ça que vous avez raison de changer. Et donc du coup, même si vous mettez des piquets de pole dance, les garçons n'iront pas. Donc il faut. Alors, ça, mais qui c'est qui choisit? On n'a pas proposé les t-shirts. Qui choisit tout ça? On a travaillé évidemment avec des experts. Le collectif pour une France en forme nous a guidés. On a produit ce qu'on appelle un guide d'aménagement des cours de récréation active qu'on a soumis à l'Éducation nationale. Ça a été validé par la direction du bâti scolaire en charge du coup des aménagements des cours de récréation et poussé surtout auprès des municipalités puisque ce sont bien les villes qui financent ce type d'aménagement. Et donc on a eu l'année dernière, en 2023, 175 cours d'école qui ont été aménagés et qui ont fait la démonstration, je vous donnerai une étude à Saint-Dizier par exemple, que effectivement les enfants sont beaucoup plus actifs et surtout en mixité. C'est-à-dire que c'est facile de mettre 2 pulls pour faire un but, tandis que bon, le basket, il faut déjà mettre une poubelle trouée dans un arbre. Mais mais alors le design actif, dans notre guide, on était très pragmatique. Vous avez un budget de 5 000 €, vous avez un budget de 10 000 €, vous avez un budget de 20 000 €, de 50 000 €. Voilà ce que vous pouvez faire et être plus ou moins ambitieux en fonction de ce que vous avez comme moyen. Et du coup, on ne s'est pas arrêté là. On a du coup, fort de ces beaux résultats et de cet impact positif, on est allé voir l'Agence nationale du sport et le gouvernement pour leur dire vous devriez financer dans le prochain plan d'équipement de sportifs de proximité ces cours d'école active. Et donc, dans le nouveau plan 5000 équipements de proximité 2024-2026, il y a 1500 cours d'école actifs qui sont prévus. C'est bien tout ça. Vous êtes écouté en fin de compte. Oui, un peu. C'est bien. D'autres projets? Parce qu'on m'a dit que votre assistante m'a dit que vous aviez d'autres projets. Alors là, on a beaucoup parlé des enfants en primaire, mais on a aussi travaillé pour les adultes, parce que nous, on est très inquiets aussi du niveau de sédentarité et d'inactivité des adultes. On a évidemment entendu les freins à la pratique, le temps, l'argent, et donc on s'est dit qu'on allait utiliser nos sponsors, vous en avez cité un tout à l'heure, mais on en a pas mal, une quarantaine, pour qu'ils soient des démonstrateurs de la mise en place de solutions pour bouger plus au travail. Donc dans le temps scolaire, dans le temps du travail, le temps de travail, et sur le lieu de travail pour lever tous ces freins de timing et d'argent. Et donc du coup, c'est un challenge, Go for 30, comme 30 minutes, qui est la recommandation de l'OMS, il faut bouger 30 minutes par jour. Et c'est 120 000 salariés qui ont participé à ces challenges au sein de nos entreprises sponsors, qui ont permis de faire émerger plein d'idées sur la façon qu'on peut avoir de proposer des activités physiques aux collaborateurs sur le temps de travail. Avec des études, on a là aussi produit une étude bilan pour montrer les impacts positifs, beaucoup d'impacts positifs sur le climat dans l'entreprise, le lien social dans l'entreprise et évidemment la santé. Alors très bien, les enfants, l'éducation nationale, les entreprises, c'est des très bonnes pistes. Il manque une piste essentielle qui est la famille. Qu'est-ce que vous faites pour... Alors, quand on met en place les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, normalement, l'enfant devrait avoir dans son cahier de liaison un petit document qui explique pourquoi l'école met en place les 30 minutes et interpelle les parents pour leur dire mais attention, 30 minutes, ce n'est que 50% de la recommandation de l'OMS, reste les 50 autres pourcents et surtout, le week-end, c'est toujours 1 heure. Donc, à vous les parents de jouer le jeu. Et les médias vous ont aidé là-dessus ou pas? Oui, beaucoup. C'est vrai que le collectif pour une France en forme a des bonnes relations avec les médias. Vous avez des membres comme Michel Simès assez médiatiques qui nous ont aidés à communiquer. Évidemment, il faut que vous citiez mon principal concurrent, que j'adore. Hein. Non, mais c'est important d'avoir des experts. Mais François Carré aussi, vous avez été beaucoup mis à contribution. Martine Duclos, qui dirige l'Observatoire national de l'activité physique et sportive. Ça aussi, ça a été essentiel pour nous d'avoir des relais d'opinion sur ces sujets. Alors, vous avez rencontré le public, vous avez fait beaucoup de choses. François Carré, il va vous parler, comme tous les médecins modernes, que la médecine, c'est la médecine par l'épreuve, qui aujourd'hui qui est très, très à la mode. Alors, quel résultat on va voir au niveau pour les médecins, mais
pour vous. Vous avez fait une évaluation par l'ONAPS. C'est quoi ça? Alors l'ONAPS, c'est l'Observatoire national de l'activité physique et sportive. Donc c'est un laboratoire de recherche qui est présidé par Martine Duclos, qui effectivement a mené une étude d'impact sur les résultats de la mise en place des 30 minutes d'activité physique quotidienne dans le rectorat de Créteil, qui était, souvenez-vous, en 2020, notre laboratoire d'expérimentation. Quel résultat? Voilà. Et donc les résultats, c'est que 91%, enquête auprès des enseignants, 91% d'entre eux déclarent que les enfants sont en meilleure santé et qu'ils ont amélioré leur bien-être. 91%. Oui, donc vraiment, ça c'est un chiffre important. 82% aussi des enseignants déclarent qu'il y a un meilleur climat de classe plus propice aux apprentissages. Donc là, on en revient à l'étude PISA et aux arguments de François Carré pour montrer qu'il y a un lien direct entre l'activité physique et les apprentissages. Ça, c'est peut-être le résultat le plus important sur lequel nous, on communique le plus, parce qu'on casse un préjugé. Beaucoup d'enseignants, quand on leur parlait des 30 minutes, nous disaient « Non, mais je vais avoir des enfants complètement azimutés dans ma classe, complètement excités par l'activité physique, c'est hors de question. Moi, je veux que les enfants soient calmes, qu'ils restent vissés sur leur chaise, qu'ils ne bougent pas. » En fait, évidemment, avec les écrans, aujourd'hui, on a pas mal d'enfants légumes. Mais est-ce que c'est propice aux apprentissages? Non. Un enfant qui bouge sera beaucoup plus actif cérébralement pour apprendre. Donc c'est ça que nous a enseigné cette étude. Et du coup, cette étude, elle a été consolidée évidemment avec l'Éducation nationale. On espère que ça va être le socle de l'étude que mènera l'Éducation nationale pour toutes les écoles de France. Dites-moi, des résultats comme ça, il n'y a que dans les pays de l'Est qu'on trouve au moment des élections. On n'a pas l'habitude d'avoir des résultats comme ça dans les études médicales. Vous les prenez avec des pincettes ou vous dites, bah voilà, il fallait une preuve? Non, l'étude d'abord, l'ONAPS, c'est quand même un observatoire c'est mon ami Martine Duclos qui le préside. Moi, je fais partie du comité scientifique, donc c'est une référence. C'est quelque chose de bien. Parce que les chiffres sont quand même étonnants. Oui, et puis... Comment on peut résister devant des chiffres pareils? Eh bien, parce que il y a une inertie majeure actuellement en France vis-à-vis de la prévention, en général, et de l'activité physique. J'ai une autre étude, puisqu'on a dit médecine basée sur les preuves, alors je la cite puisqu'elle a été faite par le collectif Pour une France en forme, et c'est nous qui l'avons fait à Rennes. On prend des enfants, on mesure la capacité physique des enfants de 11 ans, dans 3 régions, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne. On montre que cette capacité physique sur à peu près 8000 collégiens. Il y en avait 9300, il y en a 8000 qui sont à mesure qui peuvent être retenus. C'est 9,7 km/h. C'est ce dont je vous disais tout à l'heure. On les divise en deux groupes. Un groupe qui fait l'éducation physique et sportive normale, donc 2 fois 2 heures dans la semaine, puisqu'ils sont tous en 6e, et l'autre groupe où on rajoute, dans le cours des 2 heures, 10 minutes, j'enlève l'échauffement et le retour au calme, 10 minutes de fractionné, c'est-à-dire qu'ils courent vite en fonction de leur capacité. Et ça, c'est donc pendant 5 semaines, c'est-à-dire 10 séances. Eh bien, en 10 séances, ils rattrapent 40% du retard qu'ils ont sur 1987. Entre 2022 et 1987, ils ont rattrapé 40% du retard. Donc ça aussi, on le montre. Tout le monde nous félicite. Mais pour l'instant, j'ai rien de mis en place. C'est quand même incroyable, ces résultats des études. Alors vous parlez, vous, de changement de mentalité. Moi, je me dis, il est où le changement de mentalité après tout ça? Non, il y a encore du travail. Ce qui est vrai, ce sont des politiques long terme. Les résultats, alors là, François évoque des résultats assez rapides, mais au niveau de nos politiques, prendre des décisions, c'est pas simple. Enfin, nous, on le voit, et pourtant, on a pas mal de bons arguments pour les guider. Avec des résultats comme ça, sur des choses aussi simples, qui coûtent pas très cher, on peut se poser la question. Vous avez une résistance au changement qui est énorme. Il y a un dialogue aussi à entamer avec les syndicats, pour ce qui est de l'éducation nationale. Oui, nous avons beaucoup dialogué avec eux. À l'époque où nous avons proposé les 30 minutes, Jean-Michel Blanquer nous avait dit discuter avec les syndicats et avec l'AMF, pour discuter avec les communes. Ils ont dit quoi, les syndicats, qu'il fallait... Les syndicats, ils font la promotion de l'EPS, ce qui est tout à fait normal et logique. Évidemment, ce sont des syndicats de l'éducation nationale, ils sont sur l'enseignement de l'EPS. Et attention, les 30 minutes doivent être complémentaires à l'EPS. Nous, sincèrement, s'il y avait EPS tous les jours, mais on serait ravis. Alors là, on signe tout de suite. Nous, ce qu'on dit juste, c'est qu'il peut y avoir en complémentarité des jours où il n'y a pas d'EPS, c'est 30 minutes pour s'assurer que les enfants bougent tous les jours. Mais c'est pas simple. Et il faut aujourd'hui des gens qui arrivent avec beaucoup de détermination, de l'ambition, et de la force de conviction, mais on espère que les Jeux vont contribuer en tout cas à faire prendre... Alors, on espère que ce message-là passera surtout pendant les Jeux. Je ne sais pas si les médecins comme François Carré seront invités sur les plateaux de télévision pour en parler, ça devrait être le cas, mais pas toujours. Il y a un autre moyen de savoir si l'exercice physique, le message est bien passé. On s'est aperçu que
les clubs de football vont bien parce que les Français sont champions du monde, hein, mais pareil pour le handball avec les filles, quand ils sont champions du monde, les garçons aussi d'ailleurs. Et on voit des inscriptions qui augmentent dans les clubs sportifs. Vous l'avez noté, vous, avec un peu ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Et puis surtout, ça va augmenter là à la rentrée. On s'attend vraiment à ce qu'il y ait une forte demande parce que les enfants, bien sûr. Quand ils voient les sportifs, ils ont envie de s'exercer. Les sportifs jouent un rôle modèle essentiel. Nous, on a aussi beaucoup travaillé autour de la semaine olympique et paralympique pour promouvoir les sports olympiques, paralympiques, les faire découvrir aux enfants, qu'ils fassent des initiations. Ils ont rencontré beaucoup d'athlètes. Tous les ans, c'était plus de 200 athlètes qui allaient dans les écoles à leur rencontre. Donc on sait qu'il va y avoir un engouement. Il y a beaucoup de fédérations qui travaillent déjà sur l'accueil de ces nouveaux licenciés, sur les nouvelles formes de pratique. Il y a aussi beaucoup de demandes loisirs, donc il faut aussi adapter ce que je vous disais tout à l'heure sur les créneaux, arriver à faire le juge de paix sur les créneaux loisirs et les créneaux de compétition. Ça, c'est un enjeu fort. Il faut aussi plus d'équipements sportifs. Donc là, il y a des plans. Il y a eu un premier plan de 5000 équipements sportifs. Là, il y en a un deuxième qui a été lancé au mois de novembre, courant jusqu'en 2026. Ça, c'est essentiel. Il faut vraiment soutenir la création d'équipements sportifs et la rénovation. On a beaucoup d'équipements sportifs aussi vétustes en France. Ça, c'est un drame parce que ça, c'est aussi un levier essentiel pour faire du sport. Si je peux compléter, je suis tout à fait d'accord avec Marie. Notre problème à nous, c'est pas que l'enfant aille s'inscrire. Il faut qu'il s'inscrive dans le club et qu'il continue, mais surtout se rappeler que je peux être un sportif sédentaire. C'est pas la même chose. Je peux être un sportif qui passe 11 heures passées assis, et 11 heures à se passer assis dans la journée, c'est pas bon pour ma santé. C'est pour ça que la routine qu'on donne à l'enfant, nous, ce qu'on attend avec Héritage, avec Marie, c'est que un jour, les enfants aillent voir leur père et leur mère, et je rejoins la famille sur ce que vous disiez, et disent « Papa, maman, pourquoi aujourd'hui on va pas bouger ? On bouge lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais pas samedi, dimanche. Pourquoi ? Parce que ça va leur manquer. » Je vous dis, action sur les familles, ça me paraît quelque chose. Donc il faut que les enfants s'inscrivent, parce que le sport, ça apporte énormément d'autres qualités, en plus de volonté, de ténacité, de camaraderie, etc. Mais il faut que les parents comprennent que c'est normal qu'un enfant bouge 1 heure par jour. Comment vous abordez les milieux défavorisés dans vos... Alors c'est là où on a priorisé nos financements. Ouais. On avait mené déjà avec l'ONAPS à l'époque une étude géographique sur le niveau de sédentarité en France, et notamment chez les jeunes. Et là, vous avez une carte, c'est un copier-coller. La carte de la sédentarité et la carte de la pauvreté, d'une certaine façon, elles sont copier-coller. Donc on voit bien quand même que c'est dans les quartiers les plus sédentaires qu'il y a du coup le moins d'activité physique et sportive. Il y a une relation de cause à effet. Le Covid l'a démontré pour les adultes de façon assez criante, notamment en Seine-Saint-Denis, évidemment. Donc nous, on a créé un fonds de dotation en 2020, Paris 2024, qui a permis de soutenir des projets, des innovations sociales par le sport. Et donc dans ce fonds de dotation, on a beaucoup de projets. Un quart des projets sont des projets avec un objectif de santé. Tous les projets parlent de sport. Évidemment, dans tous les projets, on fait du sport, mais un quart d'entre eux ont vraiment un objectif de santé. Et là, on a privilégié les financements dans les quartiers populaires, donc quartiers politiques de la ville, parce que ce sont souvent des projets qui s'adressent aux plus sédentaires. Je vais en citer un pour vous donner un exemple d'un projet assez ambitieux qu'on a porté avec l'ARS de Seine-Saint-Denis. On sortait de la Covid, on a vu les chiffres qui étaient terribles, comme je viens de le dire, et là on s'est dit on ne peut pas se satisfaire de ça. Le journaliste tout à l'heure parlait des maisons sport santé. Oui, elles ont le mérite d'exister, mais ont-elles des moyens, et notamment dans ces quartiers les plus populaires, pour agir suffisamment au regard du volume de la population qui devrait bénéficier de cette activité physique adaptée? Non. Donc du coup, on a proposé à l'ARS de financer un projet à 50-50, et c'est des beaux montants qui ont été mis sur la table, pour accompagner ces maisons sport santé, ces associations qui proposent de l'activité physique adaptée, donc de la remise en forme pour des personnes sédentaires. Et donc là, ce sont vraiment des médecins, des personnes qui ont été identifiées via les médecins, via les maisons sport santé, mais via aussi les collèges, les infirmières de collège, pour s'assurer que le public était bien un public qui avait besoin de ces solutions. François, pendant ce temps-là, les médecins, ils servent de leur ordonnancier de temps en temps, un petit peu ? Je dirais que c'est de plus en plus, quand je me parle avec Mme Grousset, qui est la responsable des maisons sport santé, elle me dit qu'on voit que maintenant, il y a de plus en plus de médecins qui prescrivent. On a commencé par 10-20%, maintenant on est à 30% à peu près en moyenne, ça ne suffit pas. Oui, il y a 70% qui ne prescrivent pas. Toujours donner les chiffres dans les deux sens. C'est à peu près ce qu'on a actuellement. Ouais. Alors, la formation, la Haute Autorité de Santé
a quand même donné des tas d'outils. Il faut que les médecins aillent lire ce qui a été mis en place. Il faut les toucher d'abord. On est en train d'essayer de faire passer ce message. On en revient à ce que disait Marie, c'est pas compliqué. C'est fou qu'aujourd'hui, je vais chez le dermatologue, il me demande si je fume, et jamais il me demande si je bouge. Ce message n'est pas passé, c'est assez fou. On parle bien sûr des enfants, mais parlons des personnes âgées quand même. On va arriver avec un nombre majeur de personnes âgées avec la retraite. Ils vont perdre leur dépendance. Il faut vraiment que les médecins, qu'on se réveille. Je crois vraiment qu'il faut qu'on se réveille. Alors on approche de la fin de cette émission et je ne voudrais pas qu'on oublie de parler de l'héritage. Vous vous dissolvez quand, Marie? Alors, Paris 2024, je crois que c'est vers le mois de juin 2025. Oui. Mais alors, bon, pour la direction héritage, nous, on s'en va assez vite. Fin octobre, on s'en va. On a un rapport à rendre de notre activité au CIO et ensuite, on plie bagage. Mais on aura travaillé sur cet héritage bien avant les Jeux. Mais vous avez il y a une structure de remplacement, justement, sur Non, parce qu'en fait, nous, on est dans une phase en ce moment de legs de nos programmes. Donc, les 30 minutes, typiquement, d'activité physique quotidienne, c'est l'éducation nationale maintenant qui en a la responsabilité. Les cours d'école active, c'est l'appel à projet au sein de l'Agence nationale du sport. Sur le Challenge Go for 30 Minutes pour les entreprises, c'est le MEDEF qui doit maintenant assurer la promotion de ces solutions auprès des entreprises françaises. Sur la semaine olympique et paralympique que j'évoquais tout à l'heure dans les écoles, c'est le comité olympique français qui a la responsabilité de continuer. Donc voilà, on est en train de travailler au legs de tous ces programmes pour s'assurer qu'ils vont continuer. L'inconnu politique de la rentrée, ça ne doit pas aider votre mot-clé qui est de pérenniser? Il y a beaucoup de choses qui sont déjà actées. On avait pas mal anticipé. Il y a des conseils d'administration qui ont pris des décisions. Donc, je pense à celui de l'Agence nationale du sport. On n'a pas parlé de notre programme Impact 2024. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est notre fonds de dotation qui permet de financer des projets d'innovation sociale par le sport. L'Agence a déjà pris la décision de l'opérer. Comme un autre dispositif, le CNOSF aussi le Comité olympique français va aussi continuer d'opérer. Donc, il y a des décisions qui ont été prises, qui sont structurantes. Il faudra détricoter les choses si on veut revenir en arrière. Et ça, c'est toujours plus compliqué. Il paraît que l'Élysée vous a beaucoup aidé, c'est le cas? Oui, bien sûr. Ouais. On a eu ça va se poursuivre ou les portes se ferment? Non, pour l'instant, on est... Ce plan en route des héritiers imaginé par le COJO, il est mis en musique par l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Si vous voulez l'enterrer, allez-y, répondez-moi oui. Non. Alors, c'est comme je vous le disais, c'est de leur responsabilité. Nous, on a milité fortement pour qu'il y ait la continuité d'un dispositif qui s'appelle les référents Génération 2024. Alors, ça a l'air un peu jargon, mais enfin, ce sont quand même des personnes donc des fonctionnaires de l'éducation nationale dans les rectorats, donc il y en a 34, qui ont la responsabilité jusqu'à maintenant de faire vivre les programmes Paris 2024. Donc là, on travaille avec l'éducation nationale pour qu'ils restent en responsabilité. Donc, il n'y aura plus les Jeux de Paris 2024, mais il y aura toujours les programmes pour mettre plus de sport dans le quotidien des élèves. Donc ça, c'est important. Les initiatives privées, je suppose, il y a plein de sociétés qui peut-être qui regardent ces émissions ou qui ont envie de faire quelque chose pour ça. Le label COJO, il existera encore ou ça se dissout, puis après, tout le monde reprend à zéro? Alors, ce ne sera plus le COJO qui va donner le label. Impact 2024, si vous faites référence à ce label qu'on a pu donner, ce sera l'Agence nationale du sport qui va le poursuivre. Donc la dynamique continue. Et l'Agence nationale du sport, elle est située où? Enfin, ça dépend du ministère de la Santé? Non, c'est une agence, un GIP, donc elle a une gouvernance plurielle de représentants de l'État, mais aussi du mouvement sportif, des collectivités et des acteurs économiques. Donc c'est vraiment une gouvernance partagée, c'est pour ça qu'elle est un peu neutre et qu'elle pourra du coup poursuivre son activité malgré les remous politiques. Alors on va conclure. François Carré, votre conclusion, vos espoirs Alors, avant de donner tous mes espoirs, déjà, je tiens à dire quand même que Héritage, nous, il y a quelque chose qui nous sera laissé. Donc, quand je dis nous, c'est le collectif, etc. On a vu avec Marie, on n'en a pas parlé, mais que ce qui se passe au niveau national, c'est pas tout à fait au niveau territorial. Au niveau territorial, il y a beaucoup de volonté. Nous, dans nos journées pour une France en forme, on a fait 15 journées dans 15 régions, 13 métropolitaines, 2 ultramarines. Eh bien, les ARS, les DRAGES, on les a réunis, on a parlé avec eux, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des tas de choses. Et on a vu des projets extraordinaires. Comment on peut toucher, par exemple, tous les entraîneurs, tous ces bénévoles qui travaillent? Il n'y a pas quelque part un endroit où on peut expliquer l'avantage de l'exercice santé? C'est ce qui a été fait dans ces journées. Nous, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on avait un colloque le matin qui était sous le même schéma, avec les mêmes messages à passer, sauf la partie régionale, où la région vendait ce qui était pour elle vendait de ce qu'il y avait de mieux chez elle. Et à notre auditoire, on est arrivé à peu près entre 3 000 et 3
3500 personnes au total. Et là-dedans, il y avait des représentants. Ça devrait être le rôle des fédérations de s'occuper de ça ou pas? Oui, alors les fédérations, vous savez, elles ont deux jambes aujourd'hui. Le haut niveau, quand même, avoir des médailles, le développement des pratiques, mais elles ont aussi maintenant des enjeux sociétaux. Donc ce pilier-là doit être ces gens-là qu'il faut contacter. Beaucoup plus mobilisé. Et... Avant votre conclusion, qu'est-ce que vous allez devenir? Parce que vous allez prendre la Fédération française de rugby, qu'elle va en poupe, ou le Tour de France qui reste un événement mondial? Je ne sais pas, mais en tout cas sur les enjeux sociétaux du sport. Toujours, ça vous intéresse toujours. Bien, votre conclusion, dites-moi maintenant. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que grâce à cette émission, on aura pu comprendre qu'auprès des médecins, qu'il faut promouvoir l'activité physique pour toutes et tous. Nous, en tout cas, on y aura contribué à notre échelle et on espère que ça continuera longtemps. Merci à vous deux. Avec nos médias, je vous rappelle le site pourquoidocteur.fr qui est le premier site santé grand public de ce pays. Il faut rappeler que 5 millions de visites en moyenne chaque mois, ce qui n'est pas rien. Fréquencemédicale.com pour les professionnels et nos émissions, bien entendu. Nous réfléchissons à nos missions de formation. On abandonne l'éducation nationale imperméable aux idées extérieures, mais n'oublions pas les deux piliers de l'éducation de nos enfants, les parents qui manquent d'informations régulières et bien entendu nos chers confrères et à leur côté toutes les professions de santé. Voilà, c'est notre feuille de route. Merci de votre écoute. On se revoit très vite pour une nouvelle émission et en attendant, à vos baskets.